mélange biographique a mis Jean Bodin au milieu pratiquement de toute une série si vous voulez, de débats et surtout de polémiques. Certains disent qu'il est juif, certains autres disent qu'il est protestant, certains autres disent qu'il pratique de la sorcellerie, donc il n'est ni l'un ni l'autre, et ainsi donc tout cela a influencé bien sûr Jean Bodin pour appeler de ses vœux tout simplement par la suite, c'est-à-dire la séparation pratiquement de la religion, bien sûr de la politique. Ça, ce sont les retentissements de ces éléments biographiques sur, bien sûr, la pensée politique de Jean Bodin. Il est aussi professeur de droit, c'est-à-dire éminent juriste, et pratiquement il a enseigné le droit à Paris, puis il a hérité également d'une charge de procureur du roi. Donc c'est un juriste en profondeur en quelque sorte, par l'enseignement et aussi par la pratique. Et puis député aux États de Blois, les États bien sûr, c'est l'équivalent d'un conseil provincial ou communal que l'on connaît, plutôt provincial ou régional que l'on connaît actuellement, donc les États. C'est un conseil local, puis les États généraux, c'est une forme de parlement, c'est pas un parlement. La France était à cette époque-là sous l'ancien système, donc il n'y avait pas de parlement, mais il y avait des États généraux, c'est-à-dire une composition entre le tiers-État, le peuple, puis les religieux, puis les aristocrates. Et ainsi donc, ce tiers-État a été réuni par le roi à certains égards pour qu'il puisse discuter de choses qui sont d'une très grande importance en fonction, bien sûr, des situations. Parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de guerres, beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui secouent la société. Et il a fallu donc que le roi puisse appuyer ses décisions sur, bien sûr, non pas sur sa propre vision des choses, mais aussi mettre pratiquement, bien sûr, à l'épreuve le point de vue et du peuple, bien sûr. Le trio, c'était le peuple, les religieux et l'aristocratie, les aristocrates. Donc, pour mettre tout ce beau monde pratiquement à l'épreuve de la décision. Donc, et revenons sur un point que j'ai soulevé lors de la dernière séance, les véritables raisons donc pour Jean Bodin, qui l'ont poussé à être le précurseur de ce mouvement, bien sûr, de sécularisation, bien sûr, de l'État, c'est-à-dire de la séparation entre la politique et la religion, que la politique est une chose publique alors que la religion doit faire, si vous voulez, partie de la sphère privée. Donc, tout ce que je viens de dire, qu'il a été soupçonné d'être protestant alors qu'il ne l'est pas, d'être juif alors que lui, il ne se déclare pas juif, et de faire de la, pratiquement, si vous voulez, d'être un hérétique parce que tout simplement, il a écrit un écrit sur la démonomanie et ainsi donc taxé de sorcellerie. Donc tout cela a influencé bien sûr la pensée politique de Jean Bodin, mais et surtout qu'elle a échappé du massacre de Saint-Barthélemy parce que il a été soupçonné, bien sûr, si vous voulez, d'être protestant. Et vous le savez bien, vous avez bien écouté, je suppose, visualisé les vidéos concernant le massacre de Saint-Barthélemy, qui s'est déroulé, bien sûr, très malheureusement, le 24 août 1572. Donc, c'est un massacre qui a, si vous voulez, qui s'est déroulé la nuit du 23 au 24 août 1572 et qui a coûté la vie à entre 2000 à 3000 morts au sein de Paris. Et donc, ce massacre a été pratiqué par la Sainte Alliance catholique
par l'alliance ultra-catholique, dont le leader était le duc de Guise, et qui voulait tout simplement détruire le front protestant, bien sûr, qui a été si vous voulez, guidé, dont le leadership était l'amiral de Coligny. Voilà, donc l'amiral de Coligny, et tout cela, c'était l'expression d'une forme de compétition politique qui se jouait en dehors de la France, au-delà des frontières françaises. Donc l'amiral de Coligny voulait détruire ou voulait affaiblir l'Espagne en Hollande, parce que la Hollande était d'obédience protestante, et imaginez tout cela, et que finalement le roi d'Espagne, l'Espagne à l'époque c'était une puissance internationale, c'était la puissance mondiale. Le roi d'Espagne donc, qui voyait tout cela d'un mauvais œil, a renforcé bien sûr la présence politique en quelque sorte de la Sainte Alliance catholique, qui a été menée par le duc de Guise et le balafré, donc entre guillemets le balafré duc de Guise, qui s'est renforcé par ses moyens et par également son entourage et par sa popularité. Et finalement, donc tout ce conflit-là qui se jouait en dehors des frontières françaises, eh bien, il a retenti sur la France, et la décision a été prise, bien sûr, par le duc de Guise, appuyé par le pape et appuyé par le roi d'Espagne, avec bien sûr la complicité de la régente, de la mère du roi Henri III, à cette époque-là, la reine du roi Henri III, Catherine de Médicis. Donc la complicité, il y a des historiens qui disent qu'il a participé activement, il y en a d'autres qui disent que non, c'était pas dans ses intérêts. Mais pourtant, de toute façon, il y avait quelque chose qui disait qu'elle était dans le coup plus ou moins avec le roi. Et le roi, tout simplement, a dit un jour, alors lors d'un conseil où l'on préparait le complot, bon Dieu, que lorsqu'on le fait, c'est-à-dire lorsqu'on les massacre, c'est qu'on doit les massacrer jusqu'au dernier pour qu'on ne me le reproche pas après. C'est-à-dire, si vous faites ce travail, faites-le depuis le début jusqu'à la fin et de la meilleure façon possible. C'est-à-dire jusqu'à en éliminer tous les protestants pour que l'on ne me reproche pas par la suite que le travail a été mal fait, si vous voulez. Donc, c'est dire que les historiens n'étaient pas tous d'accord sur ce point-là. Pourquoi donc je vous dis tout cela? Je vous dis tout cela tout simplement pour dire que ce massacre qui a été monté en toutes pièces par la Sainte Alliance catholique, l'alliance ultra-catholique menée par de Guise, donc visait tout simplement à détruire l'influence protestante qui avait une certaine, si vous voulez, qui s'est développée de plus en plus, et l'amiral de Coligny, si vous voulez, était très proche du roi Henri III, le roi considérait l'amiral comme son père, c'est-à-dire il y avait une forte influence. En plus de ça, le roi Henri III était dépourvu de descendance, donc le futur roi, le personnage le plus proche du roi et qui devait lui succéder, c'était Henri d'Aragon, qui était protestant. Donc le futur roi de France était protestant. S'il advenait la mort donc du roi Henri III, donc le futur roi de France serait un certain Henri IV, et c'est un protestant. Voilà. Et donc la Sainte Alliance catholique, tout simplement, lorsqu'on est dans un pays catholique et lorsqu'on est un pays catholique, donc c'est très difficile d'accepter le règne d'un monarque, si vous voulez, hérétique, tout simplement. Les catholiques considéraient les protestants comme des hérétiques, donc c'était difficile d'accepter, si vous voulez, un monarque hérétique. Vous voyez donc tout cela se jouer, et finalement, cette guerre qui a été déclarée a été destructrice et a relancé, voire même a déclenché la guerre des religions en Europe. Et donc le massacre de Saint-Barthélemy était le point de départ d'une guerre qui a duré à peu près 100 ans
et qui a détruit énormément de monde. Et finalement, si vous voulez, vous voyez pourquoi Jean Bodin s'est soulevé, bien sûr, a été le meneur d'un courant, c'est-à-dire le courant des politiques, c'est-à-dire ceux qui tout simplement soutenaient que la politique doit être indépendamment de la religion. La religion doit faire partie de la sphère privée et la politique doit faire partie, bien sûr, c'est la sphère publique. Et donc voilà comment s'explique, c'est en quelque sorte, si vous voulez, ces imbrications multiples entre l'historique, le côté historique et le côté, bien sûr, pensée politique qui va être de plus en plus importante et influente de Jean Bodin. Concernant les attitudes idéologiques donc de Jean Bodin, il est apparu depuis le début théoricien de la souveraineté, un théoricien défenseur de la souveraineté. Et il ne conçoit pas d'intermédiaire entre Dieu et le pouvoir. Donc, il imaginait un pouvoir politique qui était directement responsable, en quelque sorte, si vous voulez, responsable et des affaires, bien sûr, de l'État, le côté politique, et également, bien sûr, de la sphère religieuse. Et ainsi donc, il voyait d'un mauvais œil, en quelque sorte, l'omniprésence et l'omnipotence du pape, et surtout l'omniprésence du pape sur les affaires politiques, alors qu'il rappelle donc de ses voeux, les politiques appellent de ses voeux une séparation entre la politique et l'Église. Donc, c'est l'un des tout premiers souverainistes, en quelque sorte, défenseurs, plutôt penseurs politiques qui ont défendu la souveraineté. Donc, dans son œuvre principale, La République, éditée en 1976, Bodin considère que l'Église doit être totalement absente. Eh bien, cette laïcisation qu'il appelle de ses voeux, donc cette laïcisation qu'il appelle de ses voeux, également se réfère à des éléments historiques d'une très grande importance, ce qu'il appelle également, ou ce qu'il suppose comme étant une forme de déspiritualisation de la politique. Laïcisation, c'est-à-dire déspiritualisation de la politique, c'est-à-dire une séparation plus ou moins hermétique entre, si vous voulez, l'aspect politique, c'est-à-dire les affaires publiques, et la sphère religieuse. Donc une forme de séparation entre ces deux. Et la problématique que suppose Jean Bodin, toujours dans La République, dans son ouvrage La République, il répond aux thèses des monarchomaques et vise à établir à partir d'un raisonnement fortement juridique la supériorité technique de la monarchie. Quelle est la nature profonde de l'État, notamment en répondant aux questions, quelle est la nature profonde de l'État et quel en est le meilleur régime, quel est le meilleur régime politique. Voilà, en quelque sorte. C'est à ces deux points-là que toute sa théorie politique va répondre, bien sûr, en plus, si vous voulez, bien sûr, au niveau du régime politique, le meilleur régime politique, il va entendre un régime dans lequel un régime tout d'abord doit être souverain et dans lequel l'Église sera totalement absente. Et je ne parle pas de l'Église interne, ça c'est une autre affaire. Je parle de l'Église, c'est-à-dire l'omniprésence, l'omnipuissance bien sûr de la papauté. On sait très bien que le pape est le faiseur et des faiseurs du roi. Faiseur et défaiseur, c'est lui qui fait et défait les rois. En Europe, pendant pratiquement tout le Moyen-Âge. Et tout cela repose bien sûr sur une longue histoire qui a démarré depuis, bien sûr, le règne de Philippe le Bel. Philippe le Bel, bien sûr, qui était l'un des, si vous voulez, Philippe III, dit le hardi, plutôt Philippe IV dit le hardi, roi de fer, donc qui a été l'un des rois qui ont incarné la toute-puissance de la France, si vous voulez, en Europe. Bien sûr, c'est un roi capétien de la dynastie capétienne. C'était pas la France à proprement parler comme actuellement, mais c'était l'Empire franc en quelque sorte à cette époque-là. Et Philippe le Bel, le roi de fer, c'est l'un des plus puissants rois de France. Et donc,
les péripéties de ce roi, sa puissance, mais aussi les actes très osés qu'il a pu, si vous voulez, entreprendre, ont fait de lui l'un des rois, bien sûr, qui ont marqué l'histoire de la France. Et je reviens sur un feedback historique, si vous voulez, concernant la vie et les réalisations de ce roi. Ce roi a été connu par, bien sûr, sa lutte et puis son opposition par rapport, si vous voulez, à la papauté. Et il considérait que ça ne servait à rien, que la richesse de la France partait en partie vers le pape de Rome. Donc c'était une injustice que le pape de Rome puisse tout simplement bénéficier de la richesse de la France. Étant en grande difficulté financière lui-même et n'ayant pas pu financer pratiquement tous ses projets, et après avoir fait appel aux banquiers lombards de la Lombardie, c'est-à-dire des banquiers, des richissimes italiens qui s'étaient fixés pour pratiquer la banque en France, et puis après avoir fait appel aux banquiers juifs, donc il a fini par épuiser leurs finances, puis leur capacité donc de financement. Il a tout d'abord expulsé les juifs et il a expulsé également les banquiers lombards. Et pour trouver des sous, donc il devait regarder dans une autre direction, notamment l'ordre du Temple, les Templiers, qui étaient bien sûr des religieux guerriers, des religieux donc portant des armes, qui ont fait bien sûr les croisades, et après la fin des croisades, qui sont rentrés bien sûr portant entre les bras des trésors, et pratiquement on dit entre guillemets des trésors inépuisables des Templiers. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, il s'est retourné vers les Templiers pour les mettre à l'épreuve. Ils lui ont prêté beaucoup d'argent. Donc les historiens sont sur ce point-là en petite différence. Il y a ceux qui disent que les Templiers ont prêté à Philippe le Bel beaucoup d'argent, et donc pour s'en débarrasser, pour ne pas rembourser, donc il devait se débarrasser des Templiers. Mais certains autres disent qu'il a fait appel à leur financement, mais ils ont refusé, bien sûr, ayant constaté l'insolvabilité du roi, donc des finances de l'État. Et donc il a mis en jeu, c'est différent avec la papauté, il a mis en jeu dans ces différents, je voulais dire, il a mis en jeu dans le contexte de ces différends avec la papauté, différents d'ordre politique et d'ordre, si vous voulez, d'organisation du pouvoir et le rapport entre le pouvoir de l'État et le pouvoir de l'Église, en refusant bien sûr, en se retirant du pouvoir de l'Église et en voulant bien sûr couper couper bien sûr le cordon ombilical entre la France et l'Église pour empêcher cette hémorragie financière qui partait pratiquement de façon très systématique, les finances de l'État français issues donc de la France qui partent vers le pape. Donc tout cela, il a joué le jeu, bien sûr, du sacrifice, bien sûr, de l'ordre des Templiers. Et il a fait circuler depuis pratiquement le début des années 1500, il a fait circuler, bien sûr, des rumeurs comme quoi l'ordre des Templiers était connu par des pratiques plus ou moins dépravées, des pratiques pratiquement hérétiques, tout simplement hérétiques, piétiner la croix, piétiner le corps du Christ, la représentation bien sûr du corps du Christ, et puis ça donnait à des pratiques homosexuelles entre membres bien sûr de l'ordre des Templiers et surtout les nouveaux venus. Donc une forme si vous voulez, de bizutage. Les nouveaux venus devaient avoir des rapports charnels avec bien sûr les membres de l'ordre des Templiers. Donc c'était une sorte de propagande, personne ne confirme tout cela. Donc c'était une forme de propagande anti-temple pour pouvoir au bout du compte rassembler un dossier suffisamment, si vous voulez, condensé pour pouvoir lancer bien sûr ce procès pratiquement minutieusement synchronisé. Toutes les commanderies donc du temple de la France ont été visitées par les policiers et on a arrêté pratiquement tous les Templiers en même temps
sur tout le territoire français, voire même Philippe le Bel a envoyé même des commissions rogatoires entre guillemets, c'est-à-dire sa police secrète, pour ramener d'autres Templiers qui étaient à l'étranger. Il n'a pas tellement réussi dans tout cela. Donc rares étaient les Templiers qui ont échappé à cette rafle très synchronisée, minutieusement synchronisée. Et on a fini par mettre, bien sûr, le maître du Templier, Jacques de Molay, maître de l'ordre des Templiers, sur un échafaud le 13 octobre 1307. 13 octobre 1307. D'où donc cette superstition à propos du 13, du vendredi 13. C'était le vendredi, on a exécuté Jacques de Molay, le maître de l'ordre des Templiers, le vendredi 13 octobre 1307. 1307. Donc c'était le 13 octobre 1307. Voilà. Donc pour que vous pourriez vous rappeler et avoir une vision historique, bien sûr, de cette superstition autour du 13, vendredi 13. Voilà. Et il s'avère que, dernier point concernant donc cette question, Jacques de Molay, en étant sur l'échafaud, a prononcé une phrase qui est restée très célèbre. Je cite, « Il va bientôt arriver malheur à ceux qui nous ont condamnés à tort. Dieu vengera nos morts. » Et certains disent, dans le film qui a été consacré, la série qui a été consacrée donc à cette lutte entre le Philippe le Bel et l'ordre des Templiers, les rois maudits. La série s'appelle Les Rois Maudits. C'était une série de 3 épisodes que j'ai personnellement visualisé et que je vous demande d'ailleurs de bien vouloir visualiser. C'est quelque chose de très important qui va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Jacques de Molay, tout simplement, a lancé une sorte de malédiction, c'est-à-dire la mort qui va s'abattre, le malheur qui va s'abattre sur les rois de France jusqu'à la 13e génération. Et d'ailleurs, Philippe le Bel n'a pas trop tardé à rendre l'âme, bien sûr. Certains disent que c'était à cause de cette malédiction. Beaucoup de nobles, beaucoup de rois et une série de rois de France ont décédé pratiquement de façon très étrange. Et beaucoup disent que c'était bien sûr en raison ou à cause de cette malédiction qui a été prononcée par Jacques de Molay. Vous voyez donc que abattre l'ordre des Templiers avait une forme, si vous voulez, de politique, de tactique politique qui visait au bout du compte à réduire les relations entre le monarque et le pape. Et au bout du compte, vous voyez que Philippe le Bel, le roi de fer, s'est servi de ce dossier de Templiers parce que les Templiers étaient sous la responsabilité directe du pape, donc s'est servi de l'ordre des Templiers, les ayant accusés tout simplement de pratiques perverses, de pratiques hérétiques, et ainsi, si vous voulez, accuser indirectement le pape de soutenir des pratiques hérétiques. Et ainsi donc, tout simplement, lever un bras de fer avec les 3 papes successifs, tout simplement. Le pape, je suppose, Clément IV, puis donc toute une série de papes. Et il a fini par réduire la papauté, tout simplement, et transférer le siège de la papauté en Avignon, c'est-à-dire contrôler directement la papauté, la réduire, puis la soumettre, si vous voulez, pratiquement sur son propre territoire national. Ainsi donc empêcher le départ de grosses sommes d'argent de France vers Rome, vers le Saint-Siège qui est habituellement situé à Rome. Vous voyez donc tout cela comme étant une forme de souveraineté, de puissance, tout d'abord anti-Église, puis une capacité de maintenir la puissance de la France. Tout cela a ébloui Jean Bodin. Et ainsi donc Jean Bodin a construit toute sa vision de la souveraineté sur le modèle en Philippe le Bel, le roi de fer. Et ainsi donc, il a construit sa théorie de la souveraineté sur cette hyperpuissance donc de ce monarque français, Philippe le Bel. Donc vous voyez, rappelez-vous, Machiavel n'a-t-il pas construit son modèle autour, bien sûr,
du profil type qui a été pour lui Cesario de Borgia. Un prince qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a ni foi ni loi, qui peut, pour réaliser ses objectifs, pratiquer l'impraticable, qui peut s'adonner très facilement au crime politique pour éviter les conséquences néfastes de l'erreur politique. Donc vous rappelez un petit peu la composition, la contingence entre crime politique et erreur politique. Donc selon Machiavel, le prince doit s'adonner à cœur joie au crime politique, c'est-à-dire couper la tête au roi, au fils du roi, à la femme du roi, au petit-fils du roi jusqu'à la 3e génération, pour éviter les conséquences néfastes. Donc on nous a parlé à plusieurs reprises pour éviter les conséquences néfastes, bien sûr, de l'erreur politique. Donc vous voyez que tous ces éléments-là contribuent à compartimenter en quelque sorte les détails de la pensée politique de Jean Bodin. Donc, concernant l'intérêt de l'étude de la pensée de Jean Bodin, en premier lieu, il serait un anti-Machiavel. Donc, pour lui, le machiavélisme, la théorie machiavéliste n'était pas la bonne, n'était pas bonne. Donc, pour constituer un modèle de pouvoir politique, parce qu'il reproche à ce dernier d'avoir inspiré Catherine de Médicis, contre laquelle il ressent une grande animosité. Inspiration de Catherine de Médicis par Machiavel, ce n'est pas étrange. Catherine de Médicis était une Médicis. Et les Médicis, c'est une famille. Rappelez-vous, la famille qui a connu la grandeur et puis la décadence de Machiavel, c'était la famille des Médicis. Et Jean Bodin, donc, à ce moment-là, bien sûr, accusé de sorcellerie, puis accusé d'être protestant. Imaginez donc tout cela. Donc, il a tout simplement développé une animosité pratiquement viscérale contre toutes ces structures familiales qui gouvernaient la France à cette époque-là, et à sa tête, la régente, Catherine de Médicis. Voilà. Donc, il y avait... Voilà, c'est pour cela que je vous ai donné, que je veille à vous donner un grand nombre de détails historiques. C'est pour comprendre pourquoi nourrit-il, si vous voulez, cette animosité profonde, animosité viscérale contre la régente qui est bien sûr Catherine de Médicis. Et donc, l'inspirateur de Catherine de Médicis étant Machiavel, Catherine de Médicis, bien sûr, rappelez-vous, je vous l'ai dit, donc a consacré tout un service dans son palais, tout un service, bien sûr, de l'arsenic. L'arsenic, vous savez ce que ça veut dire. Il a employé un médecin, entre guillemets, de l'époque, si vous voulez, pour tout simplement être responsable du rayon arsenic. Arsenic, c'est le poison, donc destiné à petite dose ou à dose moyenne, bien sûr, d'exécuter tout opposant politique, tout un chacun qui n'a pas plu, bien sûr, à Catherine de Médicis. Donc, vous voyez que c'était à bon dessein pour, bien sûr, la reine, pour la régente, et mauvais dessein, bien sûr, pour le reste. Bon dessein, c'est tuer tous les opposants, tout dont la tête ne plaît pas, bien sûr, à Catherine de Médicis devait passer par le service arsenic, par bien sûr, par les bons soins du docteur Arsenic, donc qui est un fonctionnaire, un cadre supérieur de l'État, bien sûr fonctionnalisé, ou plutôt recruté par Catherine de Médicis. Donc c'est pour cela que Jean Bodin donc développe cette animosité viscérale profonde vis-à-vis de ce personnage hyper en couleur en quelque sorte, hyper puissant et omniprésent. Je vous rappelle que Catherine de Médicis était reine, c'est-à-dire femme de roi, et il a été mère de plusieurs rois. Donc il a été pendant toute sa vie responsable, bien sûr, de haut niveau, et c'est au bout du compte Catherine de Médicis qui a transformé le visage de la France en intégrant tout ce qui a été de bonnes choses, bien sûr, à Venise, bien sûr avec des petites mauvaises choses, bien sûr l'arsenic, le machiavélisme, la pratique, si vous voulez, de la politique sous la table, etc. Mais tous les éléments de la Renaissance, c'est-à-dire côté artistique, côté architectural, etc., c'était en grande partie une inspiration, si vous voulez, florentine de la France, et la force
vive donc de cette inspiration. La transmettrice en quelque sorte de cette inspiration, c'était la reine Catherine de Médicis, bien sûr, qui a une longévité politique extraordinaire et du coup donc une influence profonde dans tout ce qui concerne la Renaissance en France. Donc Jean Bodin accable Machiavel de tous les défauts. Bon, il dit qu'il est ignorant, qu'il est prétentieux, sans aucune conception du droit. Et ainsi donc, vous voyez que Machiavel, au regard de Jean Bodin, était plus ou moins, si vous voulez, quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de savoir. Voilà, donc, quelqu'un qui avait un savoir un petit peu, si vous voulez, sur le tas, un apprentissage sur le tas, et pas sur la base, bien sûr, d'une culture préalablement déterminée, notamment en matière de droit et en matière, bien sûr, juridique globalement, d'organisation de la société et d'organisation, bien sûr, politique. Voilà, donc, Jean Bodin également est souvent perçu comme ayant présenté une théorie du consentement, donc de légitimité. Donc voilà, donc Bodin était à la base de cette théorie de la légitimité, c'est-à-dire du consentement du peuple autour, bien sûr, de la monarchie. On va voir donc sur la base de la notion de souveraineté qu'il a développée, de sa vision de la souveraineté, dans quelle mesure donc cette théorie du consentement et de la légitimité, si vous voulez, a été-elle fondée en quelque sorte. Donc, concernant la configuration de la souveraineté selon Jean Bodin, il estime que le droit gouvernement de plusieurs ménages est celui qui leur est commun avec puissance souveraine. Le droit gouvernement de plusieurs ménages est de ce qui leur est commun avec puissance souveraine. J'ai repris cette citation. Autrement dit, Bodin, je veux dire, la souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d'une république. Voilà, la souveraineté, c'est-à-dire sa propre puissance, sa propre capacité de s'auto-gouverner et imposer son propre respect concernant bien sûr l'ordre interne et également l'ordre environnant, l'environnement si vous voulez, géographique, je ne dis pas international, parce qu'il n'y avait pas une multitude d'États autour, mais c'était des principautés, c'était un ordre, si vous voulez, géographique dispersé autour des grandes puissances qui étaient à l'époque la France, la Grande-Bretagne et l'Espagne. Tout le reste, c'était des principautés, mais des principautés qui pouvaient faire trop mal, qui pouvaient bien sûr être extrêmement virulentes. Rappelons-le que c'est Florence qui a financé toutes les guerres d'Europe. Donc, pour les Médicis vouloir ou refuser le financement d'une campagne militaire, ça veut dire tout simplement affaiblir un roi. Ne pas répondre positivement à une demande de financement d'une campagne militaire, c'est tout simplement orchestrer la destruction du pouvoir de ce monarque. Donc une petite principauté comme Florence peut détruire pratiquement un empire tel que l'Espagne, tel que la France, bien sûr. Vous voyez que Philippe le Bel s'est énervé s'est soulevé bien sûr contre les banquiers lombards, contre les banquiers juifs, et finalement, bon, il les a expulsés en dehors du territoire de France, et par la suite, il s'est adonné à la destruction de l'ordre du Temple pour tout simplement avoir refusé de le financer, et ainsi donc des événements malheureux se sont déroulés pour querelle en quelque sorte autour des finances. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, la souveraineté, c'est se jouer entre un État puissant, parfois entre un État puissant comme la France et entre toute petite principauté qu'il suffisait d'un simple revers de la main militaire pour la détruire définitivement. Cela n'empêche pas cette principauté d'être extrêmement virulente et puissante à certains égards. Voilà, parce que la puissance militaire n'était pas, si vous voulez, déployable autant que ça se puisse se faire aujourd'hui. On ne pouvait pas envoyer des bombardiers, par exemple, d'une base militaire autour de Paris pour détruire Florence et puis revenir la même heure. C'était pas possible. Donc, pour détruire Florence, il faut toute une campagne qui coûte énormément d'argent pour arriver, une cavalerie qui puisse arriver jusqu'à
jusqu'au territoire italien, jusqu'aux confins de Florence pour pouvoir finalement négocier, voire même, etc., etc. C'était très coûteux, c'était très pénible et c'était finalement impossible. Donc, pour pouvoir déplacer une armée de Paris jusqu'à Florence pour détruire Florence, il a fallu énormément d'argent et énormément de décisions, de courage politique, chose qui n'était pas toujours le cas. D'où donc Florence peut emmerder, entre guillemets, excusez-moi l'expression, peut jouer le jeu. C'est un jeu extrêmement virulent contre l'Empire, si vous voulez, français, très puissant, très imposant. Donc, la souveraineté pouvait se jouer également entre un super pays comme la France et une petite principauté telle que Florence. Donc ça, c'est pour ça que j'ai expliqué tout cela. Donc pour Baudin, l'unité politique de référence, c'est la cellule, si vous voulez, même de la cellule même de la cité, c'était la famille. Donc l'unité politique de référence pour Jean Baudin, c'était l'unité de base, bien sûr, sur le plan social. Et l'unité de base sur le plan social, c'était tout simplement la famille. Et il met l'accent sur la famille et non pas sur l'individu, parce que l'individu est difficilement gérable, alors que la famille, bien sûr, est une unité qui peut, si vous voulez, une unité déjà de cellule organisée, et cette cellule organisée peut être, bien sûr, à la base de la construction, si vous voulez, de tout un corps social, qui est encore plus organisé. Donc la politique, selon Jean Baudin, s'ordonne autour, si vous voulez, de la morale, ce qui détermine le comportement du roi et la croyance en la révélation. La famille est le pilier, pratiquement, la famille est le pilier de l'État. Donc, il y a plusieurs points ici qui se succèdent, parfois bien sûr entre quoi il n'y a pas beaucoup de cohérence. Donc la politique selon Baudin se tourne autour bien sûr de la morale en politique, bien sûr. C'est-à-dire un ordre éthique en quelque sorte en politique. Rappelons ce que a été le cas pour par exemple Platon, donc morale en politique, le rapport entre la morale et la politique, c'est un exemple, c'est juste un exemple. La morale en politique, c'est-à-dire que la politique doit être menée selon un fondement, bien sûr, éthique, de respect et de règles préalables. Rappelez-vous sur ce point-là qu'il rejette la théorie politique de Machiavel, qui tourne autour, bien sûr, d'une sorte d'immoralité de la politique. Il n'y a pas de morale en politique, selon Machiavel. Jean Baudin s'oppose à cet état d'esprit pour dire que la politique doit tourner autour, bien sûr, le point axial ou l'élément axial de l'exercice du pouvoir, c'est bien sûr la morale. Et cette morale qui détermine le comportement du roi. C'est-à-dire que le roi doit être un roi bon, un roi équitable, un roi, bien sûr, qui est un bon religieux, donc qui croit, qui est un bon croyant, bien sûr, mais un roi donc qui également n'intègre pas la dimension politique dans la dimension, plutôt n'intègre pas fortement la dimension religieuse bien sûr, comme fondement de l'organisation de l'exercice du pouvoir. Donc ça, c'est très important. La famille est le pilier de l'État. Donc pourquoi la famille est le pilier de l'État? Donc c'est très simple. Ce n'est pas l'ordre religieux qui est le pilier de l'État, mais c'est la famille. C'est le fondement, bien sûr, d'un pouvoir civil et non pas d'un pouvoir de nature d'obédience religieuse. La famille est le pilier de l'État, c'est-à-dire qu'il s'agit ici, sur la base de la morale religieuse également, la morale même si c'est une morale religieuse, mais peu importe. De toute façon, c'est la famille qui est à la base de l'État, qui est le pilier, le fondement de l'État, parce que l'État doit interagir avec, bien sûr, son fondement social, sur la base, bien sûr, de rapports de nature civile et non pas de nature, si vous voulez, religieux. Voilà. C'est-à-dire des règles de droit, des règles tout simplement de droit. Le fondement donc des rapports entre le politique, c'est-à-dire l'État, et la famille, c'est-à-dire l'ordre social, l'unité de base de l'ordre social étant la famille, le fondement donc de cet ordre
d'exercice du pouvoir, c'est tout simplement les rapports juridiques, c'est-à-dire la règle de droit et non pas la dimension religieuse, la laïcisation, tout simplement. Voilà, c'est clair, selon l'esprit bien sûr de Jean Bodin. Ce qui compte donc pour Jean Bodin, ce qui est déterminant, c'est le droit naturel. Voilà, on en parle. Or, la famille, on est la parfaite illustration. La famille, selon Jean Bodin, est la parfaite illustration, bien sûr, donc du droit naturel. Elle est l'expression fondamentale de la loi divine. Je ne vais pas revenir sur ce qui est le droit naturel chez Jean Bodin. Donc, ce sont des détails que vous devez vous-même donc renseigner, c'est-à-dire allez vous renseigner pour savoir ce que c'est que la dimension droit naturel chez Jean Bodin et bien sûr dans la Renaissance, dans la philosophie politique de la Renaissance globalement. On va revenir bien sûr sur ces détails-là, mais ce n'est pas le moment donc pour détailler ce point-là. Donc la famille, selon Jean Bodin, est l'expression fondamentale de la loi divine. Le chef de la famille est le mieux à même de comprendre la volonté de Dieu dans ce monde. Donc pourquoi la famille et pas l'individu, selon Jean Bodin? C'est une question qui est la réponse à la question qui est très simple. Donc la famille, il a accentué son attention sur cette unité de base qui est la cellule d'organisation de base de la société, qui est la famille, parce que la famille est constituée bien sûr de plusieurs éléments et gouvernée en quelque sorte et supervisée par le père de famille, le chef de famille, que ce soit une mère ou un père, peu importe. Et la discipline doit être imposée d'abord au sein de la famille, et la discipline qui est imposée au sein de la famille doit être le modèle de la discipline donc qui va régner bien sûr sur l'ordre social en rapport bien sûr avec le pouvoir politique. Apparemment donc cet aspect de la pensée de Bodin semble assez traditionnel. En fait, et à son insu, sa pensée est porteuse pratiquement d'une rupture quasiment épistémologique parce que on a toujours considéré et l'individu et la famille comme étant des détails de l'histoire, l'histoire du Moyen-Âge. On a toujours raisonné autour, bien sûr, de l'hyperpuissance du gouvernant et tout le reste, de façon abstraite, on dit que ce sont des gouvernés, que c'était des sujets, que c'était un peuple. Mais maintenant, on raisonne, ou plutôt Jean Bodin raisonne en termes, bien sûr, de détails, de points de détails qui constituent le fondement du reste, notamment la famille. Bien sûr, la famille qui va être dépassée par la philosophie des Lumières, par l'individualisme, bien sûr, capitaliste. À ce moment-là, ce sera l'individu. Donc, vous voyez qu'on a descendu d'un peuple en masse vers la famille, chez Jean Bodin. Par la suite, on va dépasser cet ordre pour raisonner en termes d'individu, l'intérêt individuel étant bien sûr l'intérêt de base de la société. La nature du pouvoir souverain chez Jean Bodin, ou dans le regard, ou dans la philosophie politique, la pensée politique, la conception de la politique chez Jean Bodin, donc le pouvoir souverain est le pouvoir premier, c'est le pouvoir le plus puissant, qui ne rend compte à aucun ordre supérieur. Il n'y a pas d'ordre supra-étatique, donc d'où le rejet de l'omnipotence et l'omniprésence donc du pape. Donc le roi de France normalement ne doit pas rendre compte à quelqu'un d'autre. Tout simplement, vous voyez qu'on est très clair sur ce point-là. Il ne tire rien de personne, donc il ne tire pas sa légitimité d'une autre institution supra-étatique, d'où donc le point de vue toujours de Jean Bodin, qui est que le roi de France ne doit pas tirer sa légitimité d'un accord préalable ou d'une légitimation, si vous voulez, par le sceau du pape. Voilà, c'est exactement ça. Il n'est lié à personne par aucun lien de sujétion, donc aucune puissance supra-étatique. En l'occurrence, pas de pape, pas de soumission vis-à-vis du pape, pas d'allégeance vis-à-vis du pape. Il n'est ni délégué, le pouvoir, je parle toujours du pouvoir souverain, il n'est ni délégué ni responsable envers aucun autre. Donc on va parler ici du début, bien sûr, de l'absolutisme royal. Et bien, donc Jean Bodin a illustré
toute première expression donc de l'absolutisme royal qui va être incarné par la suite par Louis XIV. Mais c'est Jean Bodin donc Jean Bodin figure parmi les précurseurs donc de cette doctrine d'absolutisme royal. En contrepartie, bien sûr, en réaction, bien sûr, à l'omniprésence et à l'omnipotence, si vous voulez, par rapport à la papauté. Bien sûr, à la puissance pontificale, à l'autorité pontificale donc de Rome. Ce pouvoir doit avoir la possibilité de contraindre chaque membre du corps social sans être lui-même susceptible de contrainte. Donc le pouvoir ne rend compte ni à une autorité étrangère, ni à une autorité interne. Donc le pouvoir du roi doit être un pouvoir souverain et un pouvoir très puissant, et un pouvoir donc qui bénéficie d'une immunité vis-à-vis bien sûr par rapport à ses actes, vis-à-vis également de l'ordre interne. Donc il doit contraindre tout un chacun, tout membre donc du corps social, mais sans lui-même rendre des comptes à qui que ce soit, ni sur sur le plan interne et sur le plan bien sûr extra-étatique, notamment vis-à-vis de l'ordre pontifical étranger, notamment dont l'incarnation figure à Rome. Donc sa présence est le gage de l'indépendance et de la cohésion de l'État. La présence donc du pouvoir souverain est le gage, la caution, la garantie bien sûr de l'indépendance et de la cohésion de l'État. La puissance souveraine cimente toutes les parties de l'État. Vous voyez que il y a plusieurs éléments de discussion que lance Jean Bodin concernant la famille comme étant une unité de base de l'organisation sociale, le rapport entre la morale et la politique. Le roi doit faire preuve de morale par l'intermédiaire bien sûr de la croyance religieuse, mais doit séparer cette croyance religieuse bien sûr de la sphère civile, de la sphère sociale, parce que la sphère sociale bien sûr c'est une forme d'articulation entre l'ensemble des familles et le pouvoir du roi. Le cimentage se fait par le bas, par bien sûr un ordre sur la base de l'unité de base qui est la famille, et c'est la société c'est la famille qui va constituer le point, si vous voulez, l'unité de base de compartimentage social. Et ainsi donc le compartimentage, c'est-à-dire le fondement, c'est-à-dire l'ordre social et la relation entre le pouvoir et la société, c'est des relations qui passent, si vous voulez, par des règles juridiques et pas par le précepte religieux. Donc c'est pour ça qu'il a considéré la famille comme étant le fondement même de l'ordre social. Et par la suite, la nature du pouvoir souverain, donc c'est un pouvoir qui ne rend compte, si vous voulez, à aucune autorité étrangère, notamment la papauté, et qui n'est soumis à aucun ordre interne également, parce que le monarque doit être un monarque souverain qui peut lui-même contrecarrer bien sûr, ou contraindre plutôt, contraindre tout un chacun au sein de la société, mais sans faire preuve, sans faire l'objet bien sûr d'aucune contrainte, et lui-même il est insusceptible donc de contrainte. Je parle du pouvoir souverain qui est bien sûr incarné par le monarque. Et deuxième point sous cet ordre-là, la présence donc du pouvoir souverain et la garantie de cimentage en quelque sorte de toutes les parties de l'État et de l'indépendance et de la cohésion de l'État. Donc grosso modo, c'est le fondement même bien sûr de la souveraineté bien sûr chez Jean Bodin. Tout cela donc assure sa cohésion dans le temps et dans l'espace, la cohésion bien sûr de la société, de l'ordre social globalement, car la puissance souveraine ne peut être ni partagée ni divisée. La puissance souveraine ne peut pas être partagée, c'est-à-dire partagée avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire le pape, à titre d'exemple, ni divisée au niveau de l'ordre interne, c'est-à-dire, on va voir par la suite, que la souveraineté a été plus ou moins considérée comme étant divisée entre les trois pouvoirs. Ce sont les trois pouvoirs qui exercent grosso modo, bien sûr, la souveraineté, bien sûr, à la tête de la pyramide du pouvoir
si vous voulez, ce qu'on appelle le pouvoir de l'État. Mais Jean Bodin ici considère que cette puissance souveraine ne peut pas être partagée, ne peut pas être non plus divisée. Donc c'est une forme d'absolutisme royal qui se préfigure et dont Jean Bodin donc constitue l'un des premiers précurseurs. On va le voir, on va voir tout cela par la suite, rappelez-vous-en. Donc, ce qui la caractérise, c'est la faculté de donner et de casser les lois, c'est-à-dire cette puissance souveraine. Donc tout d'abord, elle assure sa cohésion dans le temps et dans l'espace, parce que la puissance souveraine ne peut être ni partagée ni divisée. Je reprends donc ce que je viens de dire il y a quelques instants. Ce qui la caractérise, c'est-à-dire la puissance souveraine toujours, c'est la faculté de donner et de casser la loi. De donner et de casser la loi. C'est-à-dire, c'est en fonction de cette puissance souveraine que le monarque peut créer la règle de droit et peut modifier cette règle de droit. La modifier, c'est-à-dire en créer une autre de remplacement, ou tout simplement l'abroger, c'est-à-dire la détruire. Donc, à sa guise, bien sûr, le monarque peut créer des règles de droit et peut retirer d'autres règles de droit ou les remplacer. Donc, c'est en quelque sorte la forme brute de l'exercice de la souveraineté. Parce que qu'est-ce que le pouvoir en fin de compte? Le pouvoir politique en fin de compte, le pouvoir au sein de l'État, c'est un pouvoir consistant en la création de la règle de droit et tout simplement l'application, la mise en œuvre de la règle de droit. Tout simplement. Parce que qu'est-ce que la règle de droit? La règle de droit, ce n'est pas tout simplement que Ali a emprunté à Ahmed 1000 dirhams, donc Ahmed doit rembourser Ali. Ça, c'est une règle de droit. C'est une règle technique de droit. Mais je parle de la règle de droit fondamentale, c'est-à-dire organisant les rapports entre les pouvoirs, organisant les compétences du pouvoir, organisant le flux d'accès au pouvoir entre les différents, si vous voulez, les différents protagonistes. Et à ce moment-là, on sait très bien que chaque classe qui détient le pouvoir réglemente l'accès au mandat public et surtout au mandat suprême à sa faveur, à la faveur de ses membres, bien entendu. C'est-à-dire créer la règle de droit, c'est permettre aux composants d'une classe sociale, d'un groupe social, donc de bénéficier de tous les avantages du pouvoir, de dominer tous les autres groupes et toutes les autres composantes de la société. Donc, avoir cette compétence de créer la règle de droit et de l'appliquer, c'est exercer, en fin de compte, et de façon, si vous voulez, objective, le pouvoir politique. Voilà, j'aimerais bien que vous compreniez cette logique très simple d'ailleurs des choses. Nonobstant, vous voyez, c'est aussi simple que ça, mais c'est là où se constitue bien sûr le fondement même du pouvoir politique. Donc, le souverain, source de la loi, n'est pas lié par cette loi. Voilà. Toujours la consécration, ou plutôt, si vous voulez, la finalisation de cette forme donc de pouvoir absolu du monarque. Le souverain, source de la loi, c'est lui qui crée la loi, c'est lui qui impose la loi, qui garantit le caractère exécutoire de la loi, mais lui-même n'est pas lié par cette loi. Il peut accepter ou refuser la coutume, en plus de ça, comme une forme dérivée, comme une forme concurrente de la loi. Donc, le monarque crée la règle de droit. Il n'est pas tenu de la respecter et il n'est pas non plus tenu de respecter et de se soumettre à la coutume. Donc, il peut soit l'accepter, si bien sûr ça l'arrange, soit la refuser si ça ne l'arrange pas, bien entendu. Et le plus souvent, les rois, donc, se sont, si vous voulez, conformés à cette règle. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne leur plaît pas, eh bien, ils tâchent de trouver une issue, une sortie, bien sûr, pour s'en débarrasser. Rappelez-vous que de Henri VIII, donc roi de Grande-Bretagne, lorsqu'il a voulu répudier sa femme qui ne lui a pas donné d'héritier garçon, donc bon, il a créé toute une logique de pouvoir et de complot pour pouvoir, si vous voulez, se remarier. Et ainsi donc, il a même coupé le cordon avec
la papauté parce que le pape a refusé de l'autoriser à se remarier, à répudier sa femme et se remarier. Et rappelez-vous donc Henri VIII, si on revient à l'histoire de Henri VIII, que sa femme était la fille du roi d'Espagne. Et imaginez ce que c'est qu'une fille de roi qui est répudiée. Le roi, bien sûr, va être furieux. Cela a été le cas d'ailleurs lorsque, en plus d'avoir répudié la fille du roi d'Espagne, Henri VIII, tout simplement, a changé carrément pour cela, pour atteindre cet objectif, a tout simplement renié la religion catholique pour adopter, pour embrasser, si vous voulez, tout simplement, la doctrine protestante, pour pouvoir, bien sûr, être délié de l'obligation du mariage à vie. Voilà. Donc, sa braguette a pris le dessus, en quelque sorte, et finalement, il a fini par se remarier et couper la tête à sa deuxième femme, se remarier une troisième fois et couper la tête à sa troisième femme, se remarier une quatrième fois et couper la tête à sa... se remarier à chaque fois couper la tête à sa femme. Il y a une seule des femmes de Henri VIII qui a échappé bien sûr au couperet parce qu'il a plaidé tout simplement non coupable et il a défendu sa cause devant le roi en présence du roi parce que le roi, ironie donc de l'histoire, ne donnait même pas un temps soit peu de temps, un temps, T-A-N-T, soit peu de temps, T-E-M-P-S, pour s'expliquer. Bon, il y a une accusation qui circule, bien sûr, dans la cour. La cour, je parle de la cour royale, je ne parle pas de la cour d'une maison, un espace creux, un espace vide. Je parle de la cour, animée par, bien sûr, tous les courtisans, toutes les personnalités, les personnages, petits et grands, qui tournent autour, femmes et hommes qui tournent autour du roi. Ils sont des centaines. Donc, une rumeur qui circule, qui traverse cette cour, donc qui parviennent un jour au roi. Donc, le roi la prend pour de l'argent comptant. Il n'a même pas besoin, je parle de Henri VIII, il n'a même pas besoin donc de vérifier cette rumeur du moment où, de toute façon, il n'est plus intéressé par sa femme, donc il trouve une bonne occasion et il donne un ordre comme ça à un certain Cromwell pour exécuter la deuxième femme, la deuxième femme du roi, tout simplement. Et Cromwell a trouvé une occasion en or pour sauter sur, si vous voulez, la femme du roi qui était son pire ennemi, son cauchemar politique, c'est-à-dire la deuxième femme du roi, donc du roi Henri VIII. Cromwell qui finit lui-même, la tête séparée du corps par une décision bien sûr de Henri VIII, donc comme quoi personne n'échappe bien sûr à cette propre pratique. Voilà. Donc, le souverain qui est la source de la loi n'est pas lié par cette loi. Il peut, en outre, soit accepter, soit refuser la coutume. Il en a tout à fait le loisir. Donc, on va maintenant examiner la portée de la souveraineté chez Jean Bodin, la vision donc que se fait Jean Bodin de la souveraineté. Tout d'abord, par la forme de la souveraineté, Jean Bodin considère la souveraineté comme pouvant résider en une seule personne, le monarque. Le monarque, bien sûr, absolu. Comme elle peut résider en un groupe de personnes ou un tous. Voilà, comme un tous. C'est-à-dire, si le groupe est un petit groupe, donc il peut exercer sa propre souveraineté. Mais Jean Bodin refuse le gouvernement mixte. La souveraineté étant absolue, indivisible, elle ne peut être que simple. Voilà. Il ne peut être que simple, c'est-à-dire il ne peut être exprimé que par un groupe monocéphale. Un groupe monocéphale, soit un individu, le monarque, soit un conseil monocéphale, c'est-à-dire dans lequel il n'y a qu'une seule décision, soit un tout qui prend une seule décision, mais pas une souveraineté complexe, composite, c'est-à-dire constituée par exemple d'un parlement et d'un monarque. La vision qui se tramait déjà au milieu donc de l'année, au milieu du siècle précédent, bien sûr la naissance de Jean Bodin. Jean Bodin est né autour des années 1530, donc 3 siècles pratiquement auparavant, en 1200.
autour de 1250, Guillaume d'Orange déjà a accepté de composer avec un conseil d'aristocrates, un conseil, si vous voulez, de l'ordre. Et ainsi donc constituer les premiers balbutiements, le premier structure, la première structure élémentaire d'un parlement, le Conseil de l'ordre. Bien sûr, en raison de facteurs historiques très complexes qui sont tout à fait propres à la Grande-Bretagne. Juste pour vous donner une petite idée, parce que tout le temps c'est utile de le rappeler, Guillaume d'Orange a accepté pour bénéficier bien sûr de l'appui des lords, que le Conseil des lords, les lords en Grande-Bretagne, soient consultés pour les affaires stratégiques de la nation. Les affaires stratégiques, grosso modo, c'était l'impôt, c'était la déclaration de guerre. Grosso modo, je ne vais pas aller dans les détails. Les impôts, parce que il y a une région qui connaît une grande sécheresse, il y a une autre qui connaît en même temps une grande opulence. Donc lorsque le roi n'est pas bien informé, il prend un décret, par exemple, et il taxe tout l'espace, bien sûr, de sa royauté de la même manière. Donc les personnes qui vivent une année difficile galèrent pour payer leur impôt, alors que ce n'est pas le cas pour ceux qui vivent, bien sûr, qui ont été bien lotis, bien sûr, par les conditions météo. Donc, vous voyez, une sorte d'adaptation. Cette structure-là vise une adaptation des décisions du roi au contexte. C'est-à-dire que l'impôt doit être négocié entre le roi et les lords, en fonction, bien sûr, de la réalité de chacun, de chaque région, en quelque sorte, de Grande-Bretagne. Et idem pour la déclaration de guerre. Qui va faire la guerre? Est-ce que c'est le roi lui-même? Non, mais ce sont les lords qui seraient, bien sûr, les chefs militaires de leur région et qui vont, bien sûr, constituer l'armée du roi. Et donc, les lords qui vont eux-mêmes supporter le véritable effort de guerre doivent être également consultés. Et vous voyez donc que ce sont des conditions qui ont été opposées au roi. Et pour que le roi puisse gouverner, parce que le roi était un lord parmi d'autres, et donc pour que le roi puisse être déclaré roi par ses pairs, par ses semblables, c'est-à-dire les lords, il devait tout simplement accepter leurs conditions, c'est-à-dire les conditions de la mise en place d'un conseil de l'ordre, et puis les grandes décisions de la nation doivent être développées, si vous voulez, en consultation entre le roi lui-même et le conseil des lords. Et c'est là où se trouve la naissance. Ça, le lord, celui-ci, c'est Guillaume d'Orange. Donc, c'est ainsi donc qu'est apparue la première structure, la structure élémentaire, embryonnaire, donc, du Parlement. Donc, ces conditions de fonctionnement du pouvoir politique en Grande-Bretagne, eh bien, Jean Bodin les rejette. Parce que Jean Bodin estime que la souveraineté ne peut résider que en une seule personne, ou un groupe de personnes, mais sur la base si vous voulez, qu'il soit une structure monolithique. Une structure monolithique constituée d'un seul centre de décision. Et pas, si vous voulez, de structure composite. Voilà. Donc c'est ça ce que Jean Bodin a appelé le gouvernement mixte, c'est-à-dire la répartition du pouvoir de l'exercice du pouvoir entre, par exemple, je reprends la Grande-Bretagne, entre le monarque et le conseil des lords, c'est-à-dire la structure embryonnaire qui va préfigurer, bien sûr, le Parlement tel qu'on le connaît actuellement. Voilà. Donc, on ne peut démembrer la souveraineté, selon Jean Bodin, voilà, on est toujours dessus, lorsque la souveraineté est mixte. Voilà, justifie son refus pour la souveraineté mixte, c'est-à-dire les structures composites donc du pouvoir. Lorsque la souveraineté est mixte, l'histoire montre qu'elle finit par se recomposer au profit d'un seul élément de cette mixité. Donc, Jean Bodin estime que lorsque le pouvoir est réparti entre deux structures, que j'ai appelé
comme composite. Donc il finit toujours par se reconcentrer, pour se recomposer autour d'une structure qui se renforce au détriment de l'autre, et ça finit par la destruction de l'une de ces deux structures. Donc ce n'est pas la peine de passer à chaque fois par cette même épreuve. Donc autant créer une structure monolithique, soit un seul personnage, le monarque, soit une structure, si vous voulez, monolithique, mais il faut que la souveraineté s'exerce bien sûr par une seule structure et pas par une structure mixte. Donc l'argument que tient ici Jean Bodin, c'est qu'il adresse donc cet argument contre les monarchomaques qui ont constamment avancé cette théorie. Les monarchomaques, si vous voulez, ce sont si vous voulez, c'est une tendance politique qui appelle de ses voeux la répartition du pouvoir entre, bien sûr, le monarque et une autre structure politique que j'ai appelée tout à l'heure la tendance des politiques. Donc j'ai affirmé ce point-là, mais c'était pas tout à fait très correct. Donc parce que ce sont les monarchomaques qui supposent donc cette répartition des pouvoirs, c'est-à-dire l'exercice mixte de la souveraineté. Par contre, les politiques dont Jean Bodin est le précurseur, si vous voulez, accentuer leur effort exactement sur la séparation entre la vie civile et la religion, c'est-à-dire la laïcisation, ce que j'ai appelé tout à l'heure une forme de déspiritualisation, si vous voulez, de la société, c'est-à-dire la laïcisation en quelque sorte de la société. Bien sûr, les relations du pouvoir, telles que je viens de le décrire il y a plusieurs minutes de ça, le fondement de base de la société étant la famille, et les rapports entre la société et le pouvoir politique, ce sont des rapports entre une source de souveraineté monolithique et la structure sociale par le biais de règles de droit. Et à travers, bien sûr, le droit qui est le droit de base, qui est le droit naturel, axé sur la morale et l'omniprésence de la morale en politique, bien entendu. Donc, il ne peut y avoir que des souverainetés simples, c'est-à-dire des souverainetés non composites. Je répète ce qui est écrit sur les keynotes pour vous donner un avant-goût, bien sûr, ou une profondeur à pratiquement tous les détails consignés sur les keynotes. La meilleure forme, donc, est la monarchie, car celle-ci est la seule à fournir un support solide à la souveraineté. Parce qu'à cette époque-là, c'était des souverainetés. La République, c'était propre à des principautés telles que Florence, l'exemple que nous avons tenu, si vous voulez, comme référence de base depuis le début de ce cours. La souveraineté trouve sa meilleure expression en un seul chef, toujours. Il avance plusieurs arguments pour dire au bout du compte la même chose, c'est-à-dire une forme d'absolutisme qui se consolide, qui se met en place et se consolide, et qui a été, bien sûr, qui a abouti. La courbe de cette idée qui est lancée par Jean Bodin aboutit à son summum au bout du compte à travers, bien sûr, l'incarnation de l'absolutisme par Louis XIV. Louis XIV n'a-t-il pas dit un jour « l'État, c'est moi » et d'ailleurs, le titre qui lui plaisait, c'était le roi Soleil, tout simplement. Jean Bodin, donc, ne s'interroge pas sur la nature de la souveraineté, elle fait partie de la nature des choses. Voilà. Et c'est quoi la souveraineté pour lui? C'est pas la peine de se poser la question pour lui, parce qu'il fait partie de la nature des choses, en montrant la souveraineté parfaitement incarnée par le gouvernement royal, par le roi, à la tête bien sûr d'une structure monolithique. Bodin le met à l'abri des attaques. Donc Bodin met le roi lui-même à l'abri des attaques, parce que ce n'est pas le roi uniquement qui prend des décisions. Le roi est le responsable, bien sûr, de toutes les actions, mais les actions, bien sûr, sont développées, bien sûr, en coordination. Je dis pas en consultation donc d'un conseil qui serait un parlement parallèle, et que le roi doit prendre en considération consulter pour recevoir les doléances donc de ce conseil et les prendre en considération. Ce n'est pas ça que veut dire Jean Bodin. Jean Bodin se réfère d'ailleurs même sur ce point-là
au roi de fer, c'est-à-dire Philippe le Bel. Philippe le Bel, lorsque vous allez écouter bien sûr des vidéos, visualiser des vidéos sur le roi Philippe le Bel, le roi de fer, dont bien sûr vous visualisez peut-être des films sur les rois maudits, tout simplement Philippe le Bel était très connu pour être un roi au sein de son conseil qui écoute les arguments des uns et des autres, qui écoute très longuement, très patiemment les arguments des uns et des autres, mais lorsqu'il tranche, lorsqu'il prend sa décision, elle est insusceptible de modification. Donc il écoute les membres de son conseil donner leurs arguments, il les écoute très attentivement, il fait très attention à ce qu'ils disent et il compose en quelque sorte tous les arguments et il prend une synthèse et lorsque sa décision est prononcée, il ne peut pas, il ne l'a jamais modifié. Il n'a pas été connu pour être, pour avoir modifié bien sûr une fois une décision majeure, une fois l'avoir prise. Voilà, c'est ça ce que le modèle que Jean Bodin voudrait mettre en évidence. Donc Philippe le Bel constituait, je viens de le dire il y a un moment, le modèle type bien sûr du roi qui doit être un roi suprême, qui doit exercer une souveraineté une et indivisible, et une souveraineté qui ne peut en aucun cas être mixte, je viens de le dire autrement. C'est une forme de tautologie que j'ai exprimée, mais pour dire finalement que la souveraineté est une souveraineté absolue entre les mains du monarque. La loi donc, comme expression de la volonté d'un homme, la volonté bien sûr d'un homme, c'est lui qui en a la charge, bien sûr, même si développée au sein d'un conseil, mais lorsque le roi décide, alors l'édit, par un édit, on appelle les décisions du roi des édits, donc lorsque le roi prend son édit, donc il y a tout simplement, tout le monde doit s'y soumettre et on ne peut pas demander au roi de modifier son édit si ce n'est lui-même qui risque de le faire. Donc, la loi comme expression de la volonté d'un homme l'emporte définitivement sur la coutume, bien que celle-ci soit l'expression spontanée, bien sûr, de la communauté. Ça, c'est une autre dimension. Il parle de loi ici comme étant l'acte suprême du roi. Et lorsque le roi prend un édit, c'est-à-dire prend une décision quelconque, même si cette loi n'est pas conforme à la coutume, eh bien, tout simplement, elle prend le dessus sur la coutume. C'est une forme d'expression absolue, bien sûr, d'un absolutisme. J'utilise bien sûr une forme de tautologie aussi, c'est pour bien sûr accentuer mon idée. Et là, essayez d'imaginer ce qui est la France. Donc la France, à l'époque, on pouvait bien sûr communiquer avec la province à vitesse de cheval, au maximum, à vitesse de cheval. Donc la France de l'époque, c'était un petit peu la Russie actuellement. Bah, c'était à peu près un peu moins. C'était la Chine actuellement. Bah, c'était la Chine, bien sûr. Je parle pas de la Chine Big Data, de la Chine de la Big Data, mais tout simplement en utilisant la voiture ou en utilisant la voiture, bien sûr, au début du siècle. C'est-à-dire qu'un cheval puisse partir de Paris pour atteindre Marseille au bout de 3 jours. Voilà. Et donc, une décision ne peut circuler sur tout le territoire qu'au bout de 3 à 4 jours. Voilà. Et donc, essayez de considérer que les traditions, les coutumes, les usages sociaux n'étaient pas communs en France à cette époque-là. Et ce qui se passait à Marseille, c'était une chose. La Provence était connue par sa propre culture. La Bretagne, le sud-ouest de la France, le Languedoc-Roussillon, le milieu de la France, les zones germaniques de la France. Donc chaque région était connue pour avoir une culture, une identité, des usages et des coutumes qui sont différentes par rapport au reste. Donc, c'est une forme de mondialisation, mais à l'échelle de la France. Ce qu'on appelle actuellement la mondialisation à l'échelle internationale, c'est une forme de suprématie de l'identité parisienne sur tout le reste de la France. Parce que le roi ne peut pas prendre une décision qui contredit la coutume à Paris.
il peut être tout simplement décrié. Mais à Paris, donc tout simplement, si il prend une décision contre un édit contre la coutume à Paris, il risque de sa tête. Il ne peut pas le faire, mais il peut prendre une décision, un édit, conforme bien sûr aux coutumes de Paris, mais qui n'est pas forcément conforme aux coutumes de la province de la Bretagne ou du Languedoc-Roussillon ou des régions germaniques ou de toute façon contre les décisions de l'une des régions des provinces de France. Et à ce moment-là, la décision royale doit primer sur, si vous voulez, la coutume locale. C'est grave comme vision des choses que se profilent, bien sûr, qui se profilent autour de cette notion d'absolutisme royal, qui va bien sûr constituer une forme de suprématie, mais également, rappelez-vous, les fondements de la souveraineté chez Jean Bodin. Les fondements de la souveraineté, c'est la famille. C'est-à-dire que ces traditions ne peuvent pas toucher le côté religieux, le plus fondamental concernant, bien sûr, l'identité. Mais il peut toucher l'ordre commercial, c'est-à-dire la structure civile de la société. Le roi ne peut commander que la structure civile de la société. Donc ça, c'est très important aussi et qui soulage en quelque sorte et qui met la décision royale plus ou moins en conformité avec l'ordre éthique, l'ordre moral qui doit primer au niveau de l'exercice du pouvoir politique. Donc tous les efforts des monarques en France, depuis Philippe le Bel, voilà Philippe IV, dit le roi de fer, donc on en a parlé à plusieurs reprises, ont tendu à obtenir ce résultat. Donc c'est juste pour vous rappeler, sur la base de la keynote, le cordon qui a alimenté bien sûr la pensée politique de Bodin et qui prend racine de l'autre côté dans le profil bien sûr politique et humain également profil de roi de toute façon de Philippe le Bel, Philippe IV. Donc l'expression brutale de cette réalité est toute pratiquement nouvelle. Pour Bodin donc, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et le pouvoir politique. Voilà. Ça, ce point-là, je viens juste de le fixer sur la keynote, juste pour garder l'ordre logique, bien sûr, de la lecture, parce que au niveau de l'explication, des analyses et des exemples que je vous donne, donc je peux anticiper, mais il faut garder quand même une logique pour les personnes qui lisent tout simplement les keynotes. C'est pour ça que j'ai intégré ce point-là à la fin, si vous voulez, de mon raisonnement sur la keynote. La keynote, pour moi, c'est à ma gauche. Parce que je viens de vous le dire tout à l'heure, j'ai un ordinateur, un écran tout à fait situé à ma gauche. Donc, passons maintenant à la limite, ou plutôt à la détermination des limites de la souveraineté chez Jean Bodin. Il considère de toute façon que la souveraineté peut être limitée par quelques obstacles. Il y a quelques obstacles donc à la souveraineté chez Jean Bodin. Premier obstacle, c'est le droit naturel. La souveraineté renvoie à la notion de droit gouvernement évoquée auparavant, c'est-à-dire que le roi, par exemple, ne peut pas limiter le droit de propriété. Le droit de propriété qui est un droit naturel. D'accord? Donc le roi ne peut pas aller au-delà des limites qui sont celles, bien sûr, de tout pouvoir politique et qui sont le droit naturel. Les libertés et les droits fondamentaux liés à l'état nature de l'homme. D'accord? Il s'agit du droit de la nature, de Dieu, sans oublier bien sûr le droit des gens. Deuxièmement, le droit des ménages, des mesnages. Donc on écrivait à l'époque ménage, M-E-S-N-A-G-E, mesnage, du mesnage, c'est-à-dire de la famille. Ensuite, le ménage est une sorte de république en abrégé. Le mesnage est une sorte de république abrégée, c'est-à-dire que c'est c'est un micro-gouvernement, la famille. C'est-à-dire qu'il y a un père qui gouverne la famille, il y a une mère qui peut l'assister et il y a les enfants qui doivent obéir. C'est une forme de micro-république au sein, bien sûr, de la société. Et le cimentage de cette multitude, de cette mosaïque de micro-républiques fait la structure sociale globalement.
Troisième point, les droits des ménages, c'est-à-dire le droit de propriété, on va le voir, un certain nombre d'autres droits, c'est-à-dire les droits matrimoniaux, etc. Donc ce sont des limites que le roi, sur quoi le roi ne peut pas empiéter, donc qui constituent les limites à sa souveraineté, c'est-à-dire la souveraineté du monarque. La troisième limite est située au niveau du droit de propriété, je viens de le dire, dans la définition du pouvoir souverain, la République gouverne ce qui est commun aux ménages, non ce qui leur appartient en propre. Vous voyez la nuance entre, au niveau bien sûr de la philosophie politique de Jean Bodin, le pouvoir souverain, c'est-à-dire le gouvernement, lorsque j'ai dit la République ici, ce n'est pas la République, il n'y a pas de République monarchique, il y a une République, c'est-à-dire une structure d'exercice du pouvoir au sein de la famille, mono-république, je viens de le dire. Donc, la République, ces micro-républiques gouvernent ce qui est commun aux ménages et non ce qui leur appartient en propre. Ce qui appartient donc à ces ménages, c'est-à-dire la propriété, ce qui fait tout ce qui est patrimoine, ce qui est bien, donc à ce moment-là, on peut l'organiser, mais on ne peut pas tout simplement l'éliminer. Ça, c'est quelque chose qui fait en quelque sorte la spécificité, cette répartition de ce qui est commun, qui est gouvernable par le pouvoir souverain et ce qui appartient, qui ne peut pas, ce qui appartient à ces ménages, qui ne peut pas leur être ôté. On ne peut pas dépouiller les ménages de leur propriété, c'est-à-dire la sauvegarde et le respect de ce droit de propriété. Pour Jean Bodin, c'est une véritable révolution. C'est une véritable révolution. Et la souveraineté, donc, à ce moment-là, du monarque, est limitée donc par le droit de propriété. Donc c'est une révolution contre ce qui se passait jusqu'à présent, c'est-à-dire que l'on pourrait tout simplement dépouiller, par exemple, lorsque quelqu'un est condamné de trahison, on peut donc l'exécuter et dépouiller toute sa famille de ses biens. Et donc vous voyez, Jean Bodin réagit contre cette attitude juridique et il la considère comme étant un dépassement, si vous voulez, au niveau de l'exercice du pouvoir, une dérive de l'exercice du pouvoir. Ça veut dire que c'est là une limite que le pouvoir politique ne peut dépasser. C'est-à-dire que c'est là une limite de la souveraineté, donc du pouvoir souverain du monarque. D'autre part, donc, Bodin maintient fermement le principe du respect donc de la propriété privée, donc en conséquence, et pas d'autre part, en conséquence, Bodin maintient fermement le principe de respect de la propriété privée. Parce que, selon lui, sans propriété privée, il ne peut y avoir de biens publics. La propriété privée, c'est un petit peu la source même, si vous voulez, du bien public, parce que les ponctions sur les travaux, sur le commerce, si vous voulez, toutes les transactions petites et grandes au sein de la société, c'est ça ce qui fait la richesse en quelque sorte du pouvoir. Parce que dépouiller des gens de leurs terres, par exemple, et laisser ces terres arables sans travail, alors là, c'est une perte sèche en quelque sorte. C'est une perte, si vous voulez, de moyens. Et donc, tout simplement, il considère que sans propriété privée, il ne peut y avoir de biens publics. Les choses publiques impliquent la chose particulière, c'est-à-dire le respect de la chose particulière. Si la souveraineté relève du principe, la propriété est du ressort, bien sûr, des sujets. Donc la souveraineté et la dimension politique enveloppent le tout. La propriété ressort, bien sûr, des ménages, des ménages. C'est-à-dire le sujet, on en a parlé, les sujets pour Jean Bodin, ce n'est pas les individus, mais ce sont les ménages, c'est-à-dire la famille. D'accord ? Ainsi donc, se trouve refutée la thèse selon laquelle toute chose appartient au prince. C'est une forme de rupture, rappelons-le. Nous avons dit que la philosophie politique de Jean Bodin constitue déjà le point de départ d'une rupture, une transformation
de la vision classique, si vous voulez, de la civilisation classique vers la civilisation des Lumières. On est en train de tourner la page donc de l'ancien système vers, bien sûr, une nouvelle configuration des choses, c'est-à-dire la philosophie des Lumières. La pensée, bien sûr, globalement des Lumières. À partir, bien sûr, on est au XVIe siècle et c'est le point de départ, bien sûr, de la période des Lumières. Donc, tout simplement, Jean Bodin appelle à refuter la thèse selon laquelle toute chose appartient au prince. Le respect donc de la propriété s'impose, sauf juste cause. Bien sûr, il y a une juste cause qui peut justifier l'expropriation. Même actuellement, il y a une juste cause qui peut justifier l'expropriation, notamment l'expropriation pour cause d'utilité publique. Donc c'était le début du développement de cette idée de juste cause, c'est-à-dire l'expropriation pour cause d'utilité publique. Donc, je viens de le dire il y a quelques instants, l'expropriation n'est permise que quand le salut du royaume est en jeu. Pour construire, par exemple, un édifice public, pour fournir un service public, une infrastructure, un pont, une route, un hôpital, etc. Il faut toujours trouver du terrain. Et le plus souvent, il n'y avait pas de terrain domanial. Lorsqu'il n'y a pas de terrain domanial dans un village quelconque, il faut toujours exproprier quelqu'un pour construire une école, pour construire les routes. Pour construire les routes, il faut forcément exproprier des propriétaires. Pour construire une infrastructure quelconque, il faut toujours qu'il y ait un terrain. Et à défaut de terrain domanial, c'est-à-dire appartenant à l'État, donc il est impératif donc d'exproprier des individus en quelque sorte parce que c'est une juste cause. Donc il a affirmé sauf juste cause. C'est seule cette juste cause qui peut justifier l'expropriation. Donc vous voyez que c'est le début d'un ensemble de choses qui vont se manifester par la suite sur le plan fondamentalement juridique. Et d'ailleurs, rappelez-vous, depuis le début que nous avons dit que Jean Bodin était professeur de droit. Donc c'est pas étonnant qu'il puisse réfléchir de cette manière extrêmement articulée juridiquement. Donc, ainsi, trois formes de monarchie, selon Jean Bodin, sont mesurées selon le respect plutôt de la propriété privée, du respect de la propriété, sont mesurées en fonction de leur respect de la propriété privée. La monarchie royale, premièrement, seule celle-ci est capable de mêler, confondre, c'est-à-dire harmonieusement, le principe de monarchie, c'est-à-dire gouvernement par les meilleurs, et le pouvoir dans sa plénitude, pouvoir souverain. Donc vous voyez, Philippe le Bel était la parfaite illustration de ce modèle, le modèle monarchique, le modèle monarchie royale. Les sujets obéissent donc aux lois du monarque et le monarque aux lois de la nature qui sont notamment la liberté naturelle, la propriété des biens, etc. Donc c'est la forme monarchique, supposée être la meilleure pour Jean Bodin. La monarchie tyrannique, la propriété disparaît complètement, le monarque abuse des personnes libres comme d'esclaves et des biens des sujets comme les siens. Donc vous voyez que ce n'est pas tout à fait, c'était sous l'ancien système. Cela n'autorise aucunement la mise en œuvre d'un droit de résistance. Donc cela élimine bien sûr la dimension droit de résistance à l'oppression qui est pour Jean Bodin tout à fait possible en fonction bien sûr du compromis qui s'installe à travers les conseils bien sûr de fait royaux, de fait pas de droit royaux qui eux défendent bien sûr une certaine liberté des individus, l'intérêt commun, etc., etc., pour permettre bien sûr au monarque de prendre des décisions. Et il faut bien considérer que le monarque n'est jamais un monarque, bien sûr, je parle de la France. Un monarque est toujours attentif, bien sûr, aux intérêts de ses sujets. Les sujets, bien sûr, du monarque sont les messages selon Jean Bodin, mais le monarque peut aller même au-delà. Le monarque n'est pas tenu de respecter le point de vue de Jean Bodin. Le plus souvent en France, pourquoi par exemple Philippe le Bel s'est trouvé en grande difficulté financière? Parce qu'il a entrepris bien sûr des travaux
pratiquement dans toute la France, l'unification de la France, mais aussi la mise en place de structures, bien sûr, d'infrastructures pour permettre, bien sûr, aux Français de vivre mieux, un certain confort, bien sûr. Et vous voyez que Philippe le Bel était le modèle type du roi qui faisait attention également, j'ai pas voulu prononcer le terme confort, parce que le confort à cette époque-là était un mot pratiquement inadapté, mais je voulais dire une sorte d'évolution économique et sociale, bien sûr, de la société. Les rois étaient attentifs à tout cela. Et c'est pour ça donc que Jean Bodin considère la monarchie tyrannique, dont Philippe le Bel n'était absolument pas calqué, si vous voulez, ou plutôt désigné par cette expression. Bon, là, ça ne correspond en aucun cas au modèle Philippe le Bel, malgré bien sûr sa nomination ou son titre de roi de fer, mais roi de fer dans une autre considération. Je viens de le dire, il écoute attentivement et longuement, et une fois sa décision prise, il ne la revoit jamais, il ne la révise jamais. Il n'a pas été connu pour être quelqu'un qui peut prendre une décision et puis une contre-décision. Ça, c'était exclu. Ça ne correspond pas au profil donc de Philippe le Bel. Donc, troisième type de monarchie, la monarchie seigneuriale. Le roi est propriétaire des biens et personne par le droit et des personnes par le droit de la guerre. Les sujets eux-mêmes sont la propriété du monarque. Ça, c'est l'ancien système. Et donc, à tout cela, bien sûr, Jean Bodin préfère la monarchie royale, c'est-à-dire le gouvernement par les meilleurs et le pouvoir dans sa plénitude, si vous voulez, entre les mains du souverain, ce qu'on appelle le pouvoir souverain, qui est bien sûr représenté par le monarque lui-même. D'accord ? Donc, au bout du compte, les interprètes de la pensée politique de Jean Bodin ont considéré qu'en cherchant à protéger fermement la propriété privée, il voulait faire connaître par la loi, ou plutôt il cherchait à faire reconnaître par la loi la nécessité du consentement des États généraux à l'impôt. Bizarrement, donc c'est une forme d'interprétation. Mais n'est-il pas l'auteur, bien sûr, d'une théorie selon laquelle le pouvoir ne peut pas être un pouvoir composite? C'est-à-dire le pouvoir souverain doit être un pouvoir, en quelque sorte, uniforme, un pouvoir monolithique, un pouvoir, bien sûr, constitué par une seule structure, dominé, bien sûr, par le roi. Et tout le reste, au sein de cette structure, ne peut avoir qu'un avis, mais pas avoir un avis, bien sûr, impératif. D'accord? Bon, ça, c'est en quelque sorte... le consentement donc des États généraux peut aller dans un sens de médiation ou de modération du pouvoir du monarque, c'est-à-dire une forme d'adaptation de la vision du monarque par rapport, bien sûr, aux attentes de la population. Mais les États généraux, à ce moment-là, n'étaient pas connus pour être une institution qui peut imposer ses décisions au monarque. C'est une institution fondamentalement consultative. C'était juste pour adapter les décisions du roi, si vous voulez, aux provinces, aux spécificités d'une province, je voulais dire. Je viens de soulever qu'il puisse s'agir d'une contradiction, pour la simple raison que, d'une part, l'existence même des États généraux tient à la volonté du prince. Donc c'est le prince lui-même qui crée les États généraux et qui veuille ou pas les consulter. Donc la réunion des États généraux, la tenue plutôt des États généraux dépend exclusivement de la volonté du monarque. Donc c'est lui et lui tout seul qui puisse exister, qui puisse décider ou non, bien sûr, de la tenue des États généraux. D'autre part, n'a-t-il pas affirmé l'indivisibilité, bien sûr, du pouvoir souverain qui doit donner et casser la loi, notamment fiscale? Donc les lois fondamentales constituent une autre limite et Jean Bodin se réfère bien sûr à la Constitution. Donc je parle toujours des limites à la souveraineté. La Constitution, c'est-à-dire
tel qu'il a été bien sûr affirmé et accepté par le monarque peut être également une limite bien sûr au pouvoir souverain du monarque. Et contradiction, j'ai dit qu'il peut s'agir éventuellement d'une contradiction, qu'il puisse s'agir d'une contradiction si vous voulez, dans l'esprit de Jean Bodin, mais en réalité, il est fort probable que ce ne le soit pas. Parce que si la consultation, si l'avis des États généraux est plus ou moins, si vous voulez, voulu, et voire même confirmé, bien sûr, par Jean Bodin, ben, cela relève d'une suite des choses, d'une suite logique des choses, dans la mesure où les États généraux, je viens de le dire, ne peuvent se réunir que sur la base d'un avis royal, c'est-à-dire que le roi lui-même puisse décider cette réunion. Le point de vue des États généraux, leurs sentences ne sont pas obligatoires et ils sont tout simplement consultatifs. Et la Constitution elle-même, qui puisse constituer, je viens de le dire, une limite au pouvoir du roi, n'est-elle pas un acte qui a été accordé ou qui a été établi et ficelé globalement par le roi lui-même? Donc vous voyez que ça peut paraître à certains égards une contradiction, mais au bout du compte, ce n'est vraiment pas, dans la mesure où la contradiction peut être valable si c'est une constitution qui a été imposée par les États généraux eux-mêmes, ou si les États généraux pouvaient se réunir eux-mêmes, se tenir par décision des composantes donc des États généraux, et imposer leurs décisions par la constitution elle-même, si vous voulez, au monarque. Alors là, ça aurait été une contradiction. Mais Jean Bodin ne s'inscrit pas dans cette logique. Donc que les États généraux puissent créer la Constitution, ce n'est pas du tout le cas. Le texte constitutionnel est le fait du roi lui-même. D'autant plus que les États généraux ne peuvent pas se réunir ne peuvent pas se tenir par leur propre chef. Leur réunion, la tenue des États généraux, ne peut se faire que sur la base d'une, si vous voulez, convocation royale. Ainsi se termine donc ce chapitre consacré à la philosophie politique de Jean Bodin. Je vous remercie et j'écouterai vos questions, bien sûr, si vous en avez. Et j'aimerais bien vous dire, et là je m'adresse à Hamza en premier lieu. Hamza, vous pouvez prendre le micro s'il vous plaît? Hamza, vous pouvez prendre le micro? Vous êtes là, Hamza? Je voudrais vous poser quelques questions. Est-ce que quelqu'un pourrait... Jamal, par exemple. Jamal, vous pouvez me répondre? Vous pouvez prendre le micro? Hamza, vous pouvez prendre le micro? Oui. Je dois vous autoriser, Hamza. Vous êtes où, Hamza? Oui, Hamza, je suis pas obligé de vous... voilà, vous avez pris... oui, vous avez pris le micro par vous-même. Oui, Hamza. Je voudrais vous parler... Donc, je voudrais vous parler des mémoires de fin d'études, de licence. Est-ce que vous avez le nouveau tableau? Est-ce que vous avez consulté le nouveau tableau? Hamza, vous m'entendez? Là, je parle. Vous m'écoutez, monsieur? Oui, ben, je vous entends. Est-ce que vous avez consulté les nouveaux tableaux de répartition des mémoires de licence? Oui, pour moi, j'ai contacté mon professeur, il m'a déjà donné les repères du PFE et tout ça. Et je suis en train de... C'est bon. Pour vous, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Et pour le reste des étudiants, est-ce qu'il y a un problème
donc de rapport ou de, si vous voulez, de contact avec les professeurs. Pour certains professeurs et pour certains étudiants, ils n'ont pas pu contacter leur prof. Oui, j'ai reçu un message de la part d'un étudiant qui m'a fait part d'une difficulté de contact avec l'un de mes collègues professeurs. Je vais intervenir donc pour faciliter ce contact. Je demande à tout un chacun d'entre vous, Hamza, s'il vous plaît, dites à tous les étudiants de consulter le nouveau tableau de répartition des mémoires et en cas de difficulté de contact avec les professeurs, envoyez-moi des messages sur la plateforme Moodle pour que je puisse intervenir, pour que je puisse utiliser ces messages et les renvoyer aux professeurs pour qu'ils puissent écouter et répondre aux étudiants. Monsieur, un petit problème. Le problème, c'est que les professeurs n'accèdent pas leur messagerie. Lorsque les étudiants envoient les messages sur les courriers électroniques, les professeurs ne lisent pas leurs messages. Comme ça, il y a une rupture de communication entre le professeur. Oui, je vous demande, donc je vous propose de vous aider. Si vous avez envoyé un message depuis, par exemple, une semaine et sans avoir reçu de réponse, vous me faites un screen du message que vous avez envoyé au professeur. Vous me l'envoyez sur Messenger, vous centralisez tout ça et moi je le renvoie au professeur pour l'inciter pratiquement à répondre. Oui, merci. Donc comme ça, je m'adresse aux étudiants. Ceux qui n'ont pas pu contacter leur encadrant, ils doivent me contacter. Oui, tout à fait. C'est une manière, en quelque sorte, pour que je puisse... C'est une manière me permettant de modérer les rapports difficiles entre certains étudiants et leurs professeurs. Oui, je comprends. Merci pour votre réponse. C'est énormément remarquable de votre part. Oui, et en plus de tout cela, j'ai enregistré cette séance. Je vais, dès que ce sera possible, je vais la mettre par lien sur la plateforme Moodle. Donc vous avez visualisé la dernière vidéo, Hamza, yak? Oui, on doit l'enregistrer sur Drive si on veut la visualiser, mais elle est accessible. Non mais moi je mets, oui ben vous devez vous inscrire sur Drive parce que on ne peut pas travailler sans Drive actuellement. Imaginez par exemple pour que je puisse mettre une vidéo sur YouTube que c'est impossible. Impossible actuellement de mettre une vidéo. Par exemple cette vidéo là c'est 1h47. C'est impossible de la mettre sur YouTube tout en gardant une certaine qualité. Cette vidéo la vidéo de cette séance, c'est à peu près 6 gigas. Donc, même avec un traitement logiciel, je peux aller jusqu'à 1 giga et demi, 2 gigas. Mais mettre une vidéo de 1 giga et demi sur YouTube, maintenant, en cette période, ça relève de l'ordre de l'impossible. Je dois attendre un mois avant que cette vidéo ne passe sur YouTube. Donc, vous devez absolument avoir un compte Drive pour pouvoir visualiser, bien sûr, ces vidéos. Dites-le aux étudiants également. Dites-le aux étudiants parce que c'est anormal quand même actuellement d'être étudiant à la fac de droit en cette période difficile d'être étudiant à la fac de droit et de ne pas avoir un compte, si vous voulez, ou plutôt accès à Drive. C'est pas possible. On ne peut pas faire de bonnes études en cette période difficile sans avoir accès à Drive parce que c'est le seul moyen pour moi de stocker des vidéos et de les partager avec vous. Bien sûr, monsieur, bien sûr. Et s'il vous plaît plutôt, Hamza, la prochaine fois, on va programmer nos séances à midi et les étudiants doivent être là pratiquement avant midi, 10 minutes avant midi. Et je vais vous envoyer le lien et chacun d'entre vous doit, bien sûr, vous devez tout simplement faire un essai de ce lien. Si c'est un mauvais, donc il n'y a pas de mauvais lien de toute façon. Lorsque je vous envoie un lien, c'est le bon. Il n'y a pas, parce que le lien que je vous ai envoyé aujourd'hui, c'est celui que je vous ai envoyé hier. C'est tout simplement. C'est lui-même. C'est le lien qui vous a permis d'être présent maintenant. C'est bon, Hamza? Oui, donc ça sera comme
ça, monsieur. Pour la prochaine séance, je serai informé avant 1 heure. D'accord. Moi, j'ai envoyé sur Moodle l'information depuis hier et pas depuis 1 heure. Depuis hier d'ailleurs. Non, parce que il y avait carrément un problème de lien, de coordinateur, parce que moi, hier, on avait seulement l'ancien code. Le nouveau lien, on l'a reçu qu'aujourd'hui, à 11 heures. Il y a un problème sur Moodle, je pense. Vous me laissez votre numéro de téléphone, Hamza, sur Messenger, comme ça je peux vous appeler à n'importe quel moment pour vous informer. Parce qu'il y a sur Moodle, sur notre messagerie sur Moodle, il y a mardi 21 mars à 11 heures. J'ai reçu le nouveau code. Et comme ça, j'ai un peu mal à... Hier, Hamza, j'ai programmé ce cours hier après-midi. Et normalement, il est supposé que les mails ont été envoyés hier en cours de l'après-midi. Voilà. C'est-à-dire à travers la plateforme Moodle. Mais là, le problème figure dans Moodle. Sur Moodle, il y a un problème. Oui, je vous crois. Je vous crois, et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit que, en principe, nous devons communiquer avant. Mais le problème se pose avec les S2. Avec les S2, je n'ai pas de contact avec les étudiants du semestre 2, donc je suppose que je dois leur mettre le lien sur ma page, sur ma page Facebook pour qu'ils puissent être mieux informés. Voilà. Vous m'avez d'ailleurs donné une bonne information, parce que les S2 ils ne sont pas du tout présents, pas du tout. Donc je reçois 3-4 étudiants, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi les 3 ou 4 sont informés et le reste ne l'est pas. Oui. Je vais essayer de contacter quelqu'un des étudiants de S2 pour voir où est le problème sinon. D'accord. Et en même temps, rappelez-moi au cours de l'après-midi de vous envoyer le lien de la réunion pour jeudi, du cours de jeudi, donc des S2. Monsieur, si vous avez le nom d'un étudiant, je peux le contacter personnellement et voir s'ils ont un groupe parmi eux, et je vais les contacter dans ce groupe. D'accord. D'accord. Il y a Aya, il y a une étudiante qui s'appelle Aya, qui est très active dans son groupe. Je vais leur parler. Vous la connaissez, Aya? Une certaine Aya qui est très active, qui fait peut-être même office donc de coordinatrice du groupe S2. Aya, son prénom? Je ne me rappelle pas, tout simplement. Je ne me rappelle pas de son nom complet. Parce qu'en fin de chaque séance, lorsqu'on faisait des séances en présentiel, à chaque séance, il me posait des questions sur de la bibliographie, sur le déroulement des cours, etc. Et moi, je suppose qu'il fait office déjà de coordinatrice de fait du groupe. Parce qu'en S2, il n'y a pas de coordinateur. Et même vous, maintenant, vous faites la coordination, mais de fait. Oui, Hamza. Oui, je vais essayer de la contacter, voir est-ce qu'ils ont un groupe, comme ça on va savoir où est le problème. D'accord. Dernier point, Hamza. Est-ce que vous consultez systématiquement la structure Moodle, plutôt la plateforme Moodle? Monsieur, j'entends pas. Est-ce que vous consultez systématiquement, de façon systématique, la plateforme Moodle? Les étudiants, je parle des étudiants. Oui, j'ai accès à Moodle. Oui, je ne dis pas l'accès. Je dis, est-ce que vous consultez Moodle systématiquement? Systématiquement, parce que sur Moodle, monsieur, il n'y a pas beaucoup de professeurs qui sont actifs. Il n'y a que des liens, que des supports de cours PDF, c'est tout. Mais moi, en ce qui me concerne, il y a beaucoup de choses que je peux vous transmettre. Là, sauf vous, monsieur, sauf vous, monsieur l'Arabie, il y a 2 audios. Mais pour Madame Makoudi, Madame Olghazi, il n'y a que les supports PDF. Et Madame Fadma. Même pour Madame Fadma, je crois qu'il n'y a rien.
Bon, de toute façon, moi, je peux pas être le critique de mes collègues, ça c'est sûr. Mais de toute façon, moi, je vous demande de consulter quand même, ne serait-ce que pour vous intéresser à ce qui se passe sur la plateforme, de consulter Mood. Et déjà, monsieur, merci pour les liens. Ils figurent tous sur Moodle. Déjà, comme ça nous facilite de plus en plus la tâche. Ben oui, mais pour moi, c'est un devoir. Et en plus, c'est des vidéos j'essaie de les faire très bien, en bonne qualité. Ça me coûte beaucoup de temps, mais vous le méritez bien quand même. Merci. Je vous en prie. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine, Inch'Allah. Et au passage, je vous souhaite un bon Ramadan, un bon début de Ramadan. واللهم ارفع عنا البلاء جميعا واحفظكم واحفظنا جميعا إن شاء الله. Amin, amin, Rabbil Alamin. Merci, monsieur. Je vous en prie. Au revoir.